pour faire le setup. Je pense que ça doit faire... Ouais, il doit être 17h, je pense. Oui, mais un bon. truc de... Voilà, eh bien, bienvenue dans le métier de l'événementiel, Laurane. Merci. Toi qui découvres... Quelle entrée en matière, c'est fou. Qui découvre un petit peu ce métier-là, bienvenue à toi dans l'événementiel. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super. Mais écoute, oui, hein, tu découvres que ça s'installe pas non plus en 2 minutes, même avec pas grand-chose. Je m'attendais à un truc plus rapide. Mais en fait, je pensais pas qu'on se prendrait autant la tête et ça va. On s'en sort pas trop mal, même si je pense qu'on a passé beaucoup trop de temps. La prochaine fois, ce sera plus rapide. Et encore, je peux te dire que là, il y aurait les chefs, là, ils seraient là, ils te regarderaient. Enfin, t'es sérieux avec ton installation, c'est là c'est que je pense qu'en vrai de vrai... T'es sérieux en vérité Ouais, en vrai de vrai, bon. C'est ça, en fait, ça c'est du professionnalisme. Ça, non, bon, ouais. on a fait comme on a pu. Comme à la maison. C'est du fait maison, c'est du fait main avec du matos plus ou moins... Ah, puis c'est un peu le but aussi du podcast, un peu. C'est amène ta maison, ta maison ici. Ok. Et avec un objet en particulier qui te touche et puis qui correspond à ce que tu as vécu, ce que tu as pu vivre dans ta carrière, quelle qu'elle soit. Peu importe l'objet, que ce soit quoi que ce soit. Et puis et donc voilà, c'est comme si on emmenait une part de toi, de chez toi. Ça va te faire économiser des coûts de déco, du coup. Ouais, tu vois. Parce que ça en manque un peu ici quand même. Ouais, mais c'est bien que ce soit sobre. Moi, j'aime bien que Ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois, regarde, déjà rien qu'une table, ça prend toute la place. T'as vu, on est que deux déjà. C'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on est... On prend toute la place, donc... Ok. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que tu commençais à parler de carrière et tout. Déjà, l'objectif principal, c'est qu'on parle de techno. Et un peu, la techno, musique électronique, on va dire plus ça comme ça. Je voudrais quand même qu'on revienne depuis le départ, donc ton départ à toi, et que tu détailles le plus possible ta rencontre avec la musique, qui est-ce qui t'a intégré, qui est-ce que t'as rencontré. On n'a pas le temps. Mais si, mais justement, moi je veux tout savoir, sachant que pour un peu remettre dans le contexte, moi je suis une novice, je connais rien du tout de la techno, que ce soit les termes techniques, que ce soit l'histoire, peut-être à part des petites anecdotes que vous nous avez données. Où on vous a même emmené. Hein, voilà, c'est ça, nous on a été les témoins. Vous avez fait votre premier zénith sans savoir, sans savoir où vous étiez vraiment. Mais on était des enfants, on était à peine nés, donc moi j'ai aucun souvenir, et puis personnellement je suis pas une adepte forcément de la techno, mais justement... c'est un peu l'occasion de découvrir ça. Je pense pas que peut-être je serais une super fan à force de... mais moi, ce que je veux savoir, c'est surtout un peu... toi, déjà, ton histoire à toi, parce que c'est une facette qui est quand même omniprésente, mais que je connais pas non plus bien. Et puis peut-être si ça peut intéresser des gens qui connaissent pas du tout le milieu de la techno, ou qui connaissent déjà, mais qui veulent en savoir un peu plus, ou qui veulent découvrir... un autre côté, quoi. Donc du coup, commençons par le début. Je suis né en 1973 dans la banlieue est de Paris. Ouais. Et là, c'est le drame, Non, mais peut-être pour centraliser, en fait, à quel moment comment ça s'est fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un soir, j'étais avec des potes chez moi, on savait pas quoi foutre. Et mon ami m'appelle, je sais pas, en début de soirée, quoi. Ouais. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, rien, je suis avec 2 potes. Bon, tu dégages tes 2 potes et je t'emmène à une soirée. Ok. Je dis, c'est quoi ta soirée? Il me dit, c'est une free party, une rave party, underground, techno. Et toi, t'avais jamais du tout entendu parler de... Si, parce que j'ai un groupe de potes qui allaient tous les week-ends, quoi, pratiquement, quoi. Ok. Ou en club, ou en rave party, en fait. Ok. J'entendais plus que free party, en soi. Et du coup, moi, j'étais allé à une rave party le week-end d'avant.
pour la première fois. Ok. Et c'était tout pourri, je me suis fait arnaquer. Enfin, c'était pas du tout le rêve, quoi. Non, vu que je connaissais pas, c'était la première fois aussi. Bon, ouais. Voilà, mais ça me correspondait pas du tout, quoi. Ok. Et donc je lui ai dit non, terminé, plus jamais, quoi. Ok. Et puis donc mon pote m'appelle et me dit mais si, tu vas voir, c'est pas la même chose là où je t'emmène, quoi. Ok. Je dis bon, vas-y, je te fais confiance. Donc je dégage mes deux potes qui étaient là. Donc il m'a emmené là-dedans. Et en fait, la première image que j'ai eue, c'est une entrée d'entrepôt. Il fait tout noir et juste une espèce de light qui traverse l'entrepôt avec un stromboscope et de la musique. Juste pour un peu contextualiser, c'est quoi une rave party du coup ? C'est quoi exactement une rave party ? Une rave party, en fait, c'est un collectif qui organise, qui possède ou qui demande l'aide à un autre collectif qui a du son, qui organise une soirée de musique électronique, on va dire, illégalement, dans des lieux désaffectés, et que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et après, en fonction des organisations, c'est où c'est payant, ou c'est sur donation. Et puis voilà, c'est des DJ qui jouent toute la nuit de la musique électronique. Ok, et donc toi, tu rentres pour la deuxième fois là-dedans, et là, c'est totalement différent. C'est différent parce que j'y arrive pas en tant que teufeur. Je viens pas pour passer une soirée à danser, tu vois. Mon pote faisait partie d'un des collectifs qui était réputé à Paris, qui s'appelait Furious Sound System. D'accord. Et du coup, il m'a présenté une partie des acteurs de ce milieu, en fait, de ceux qui organisent illégalement ces soirées. Donc, et cette teuf, c'était une teuf Technocrate Impact. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu jouais pas du tout non plus. T'avais jamais touché une machine de ta vie. Non. Puis, et t'avais quel âge, tu te rappelles ? Ouais, j'avais 22 ans. Ok. Et j'aime toutes les musiques, mais ça, j'arrive pas, quoi. Ouais. En fait, j'avais pas encore compris j'ai peut-être toujours pas compris. Ça fait longtemps que t'es dedans quand même. En fonction du morceau, voilà, tout le monde va pas l'interpréter de la même façon. Ça raconte une histoire, mais ça raconte l'histoire que tu veux bien toi lui donner, en fait. Ok. Tu vois. Ok. Je pense, moi c'est mon avis. Moi c'est comme ça que je l'ai pris, en fait. Et c'est comme ça que tu l'as vécu quand justement t'étais à cette soirée et que t'as discuté peut-être avec des gens autour de toi, ou cette soirée, la musique, non, ça m'avait pas encore parlé, mais j'avais trouvé quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais écouté le week-end précédent. C'est peut-être le fait de rencontrer les artistes, non, parce qu'en fait, ce qui m'a le plus intéressé, parce que j'ai fait abstraction de la musique, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à discuter et à ce que mon pote me présentait au fur et à mesure les personnes. Et moi, je découvrais tout ça. Moi, je connaissais rien du tout de ce milieu, quoi. Absolument rien. Ouais, mais du coup, c'est ça, c'est le fait que du coup, tu aies rencontré des gens qui t'ont un peu expliqué leur état d'esprit, leur vision de la musique, ou de vivre aussi. Parce que c'est aussi une façon de vivre, c'est pas juste c'est pas juste tu prends tes platines, en tout cas à ce moment-là, c'est pas juste tu fais ton truc et puis tu rentres chez toi, il y a quand même une histoire de communauté un peu. Oui, mais il y a toujours ta communauté, et puis de temps en temps, tu retournes chez toi, quoi, tu vois. Ouais. Pour ceux qui ont encore, à cette époque-là, qui avaient encore leur famille, où ils pouvaient rentrer chez eux. Voilà, parce que bon, quand tu pars chez toi, ça va, t'as pas un look encore trop. Tu pars. Et puis quand tu reviens quelques années, tu traînes là-dedans, bon. T'es le stéréotype même de ce que tes parents n'ont jamais voulu toi, n'ont jamais voulu vivre, quoi. Donc il y en a où les parents ont fait bon, tant que t'es pas mort et que tu te retrouves pas en prison, voilà, fais vis ta vie. Mais t'en as d'autres, non, dégage de chez moi, ou enfin voilà, je te veux plus, ou au secours, je vais appeler la police. Enfin voilà, tu vois, t'as plein de cas, chacun son histoire là-dessus. Ouais, mais du coup, est-ce qu'à l'inverse, c'était pas aussi un moyen pour justement des gens qui vivaient, je sais pas, une vie familiale compliquée, qui rencontraient un milieu comme celui-ci, et qui justement leur permettait de trouver
ce qu'ils n'avaient pas dans leur famille, tu vois. C'était fait, ça, je pense que ça s'est fait tout seul, parce que tu te retrouves entre personnes qui sont en galère mais enfin toutes les situations, hein, tu as des enfants des personnes qui étaient de bonne famille, t'en as qui étaient de très mauvaise famille, t'en as qui étaient de familles aisées, d'autres pas aisées. T'avais tous les milieux dans ce truc, dans ce truc-là. Mais il y avait une envie ou un besoin, ou alors peut-être une fatalité de se retrouver marginal. Déjà une détermination de l'être, de défendre le droit à la musique libre, quoi, tu vois, pouvoir poser ta musique comme tu veux. Sans avoir à payer qui que ce soit, de pouvoir diffuser ta propre musique à qui tu veux, au prix que tu veux, c'est-à-dire pas grand-chose si tu restes dans ce milieu-là, si tu veux pas en faire ton métier, mais plus une passion. Et voilà, ne pas devoir payer quoi que ce soit, ni à la SACEM, parce que cette musique-là, on n'en fait pas vraiment de l'argent comme les grosses majors. On l'a fait parcourir un peu les contrées où on va jouer. Et puis voilà, c'est une façon de s'exprimer. Et puis et d'aller organiser des spectacles à droite à gauche, illégalement certes, mais bon, des fois tu arrives à pouvoir le faire légalement et sans avoir besoin de passer par toutes ces institutions. Et puis ça se passe bien. Je pense qu'on va en reparler du côté un peu illégal, enfin les problèmes un peu avec la justice, la police et tout, parce que c'est quand même un sacré sujet. C'est un jeu du chat à la souris qui n'était pas désagréable. En fait. Mais du coup, si je comprends bien, c'est qu'au-delà du fait que ce soit des personnes qui fassent leur soirée dans des endroits pas forcément autorisés, etc., il y a tout le côté communautaire, il y a le côté on défend quelque chose, et la musique, en plus de ça, procure des émotions peut-être qui amplifient tout ce que vous défendez, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais tu as vraiment tout cette cause à effet de on part de ça, on défend ça, et on se rassemble autour de, un peu comme tous les groupes. Disons que pour moi, trop différent de en global, je pense que c'est tu défends une cause, et au lieu de descendre dans les rues, on va dire vraiment manifester tous les jours, à faire ça tous les week-ends, et je pense que la façon en elle-même de s'exprimer et d'organiser un endroit qui pourrait être, tu vois, exploité autrement, et qui est laissé à l'abandon. Et où, à partir du moment où on a fait revivre un lieu comme ça, le temps d'un week-end, et là, tout de suite, tout le monde réagit et tout le monde veut faire, du coup, te met une pénalité parce que, tiens, il y a vraiment un propriétaire, donc amende, etc. Tu es entré là-dedans illégalement, c'est vrai, et par effraction, oui, c'est vrai, mais c'est un lieu qui est mort depuis longtemps, quand c'était le cas, hein, c'est déjà arrivé ou ça faisait pas longtemps. Mais et là tu te prends des sanctions, des machins, parce que le propriétaire lui-même du lieu prend des sanctions parce que lui, on a pu réaliser un truc sur son site, il n'a pas été capable alors de qu'il n'a pas été capable de protéger l'intrusion sur son site. Donc tu vois, en fait c'est un cercle vicieux où l'État arrive, il dit si lui il veut pas porter plainte, on va lui mettre la pression, comme ça on touche de l'oseille par lui. Après, lui, forcément, il va porter plainte parce qu'il veut pas perdre cet argent. Donc, du coup, c'est même pas forcément contre nous qu'il en a. Mais c'est parce qu'on l'oblige, quoi, tu vois. On l'oblige à aller dans ce sens, quelque part, tu vois. Et parce que il faut arrêter ce mouvement absolument à l'époque, tu vois. Ok, je comprends. Parce qu'on connaît pas, donc il n'y a pas de loi à l'époque. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tous les règlements, ils se sont faits au fur et à mesure. Parce à force de transgresser ou de faire des dingueries un peu plus fortes à chaque fois, ils ont été obligés de rajouter des lois ou des règles. En fait, en réalité, tant qu'il ne se passait rien, il n'y avait pas de problème. Ils ne pouvaient pas nous sanctionner parce qu'en fait, il n'y a pas de loi il n'y avait pas de loi contre ça. Et en plus de ça, il ne se passe rien. Donc, mis à part la plainte du propriétaire du site, il ne pouvait rien faire. Ou alors des plaintes du voisinage, tu vois, si vraiment le son il atterrissait jusqu'à un village, tu vois. Où là, oui, voilà, il pouvait nous mettre que ça, mais c'était tout à l'époque. Tu vois. Ok. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple.
Mais au fur et à mesure, ils sont adaptés jusqu'à ce qu'il y ait des lois qui soient votées. Ouais. Oui, comme tu dis, c'était vraiment le jeu du chat et la souris. C'était drôle. Il fallait s'adapter. C'était drôle. Parce qu'avant, tant que tu arrivais en premier sur le site, tu arrivais avant les flics sur le site, tu arrivais à t'installer avant que les flics arrivent, tu avais gagné. Ouais. Tu pouvais négocier avec eux jusqu'au lendemain midi. Quoi. Ok. Mais sinon, si eux arrivaient avant, là, c'était un peu plus... C'était mort. Alors, ils te confisquaient rien, mais ils t'empêchaient de rentrer sur le site. Ouais. Donc, du coup, c'était galère. Parce que là, t'as un convoi de voitures derrière toi et tu peux plus... soit tu cours, soit c'est faut trouver un endroit pour poser. Okay. Et du coup, pour en revenir un peu au début, donc tu rencontres ce milieu-là, tu rencontres le plus de personnes, et à un moment donné, tu décides de suivre le mouvement et de partir de chez toi. Ouais, parce qu'en fait, le mode de vie me plaît. Le fait d'installer des soirées, tu vois, plus que les organiser sur papier, sur tout ça, c'était pas encore mon truc, puisque de toute façon, je connaissais pas toutes les ficelles, mais en tout cas, de ce que j'avais vu, et les gens avec qui j'avais parlé, voilà, ça m'a plu. Et à la fin de la soirée, c'était au petit matin, c'est là où je rencontre aussi mon pote Jean-Mich. Ouais. Et moi, je leur dis, ok, dans un mois, je suis avec vous. Voilà. C'est genre, faut signer où, quoi. Il est où le contrat, quoi. Ok. Et donc, on me dit, calme-toi, tu sais, c'est pas non plus, c'est pas la teuf tous les jours, c'est pas tout ça. Je dis, ouais, mais je m'en fous, en fait. Okay. Je pense que la musique, tout ça, pour l'instant, je n'arrive pas à rentrer dedans, mais tout le restant, ça me plaît, donc je veux tenter. Pourtant, voilà, j'avais un boulot, j'avais une voiture presque neuve, je bossais à 10 minutes de chez moi, je gagnais 10 000 francs à l'époque, les années 90. Voilà, j'étais célibataire, j'étais bien, quoi. Ouais. Mais je savais pas quoi faire je me faisais chier, quoi. Ouais. Alors que j'aimais bien la musique, mais... Et là, il y avait un truc là-dedans qui tu t'es dit, il faut que j'y aille, quoi. C'est un truc qui je me suis pas posé de questions, puisque j'ai mis complètement de côté la musique. Et j'ai dit, on verra. Ça me plaît bien. Maintenant, je connais rien, mais ça me plaît bien. Mon pote, il est là. Il m'a dit de lui faire confiance. Effectivement, j'ai kiffé. Ok. Maintenant, maintenant, je veux venir. Je veux goûter. Je veux goûter à cette vie-là qui m'appelle, même si il y a des choses qui me plaisent pas là-dedans, quoi. Et est-ce que tu es rentré dans un collectif tout de suite, ou est-ce qu'il a fallu que tu passes un peu des étapes parce un peu comme dans tout... En fait, je suis rentré dans le collectif qui m'a présenté, pas celui qui faisait la soirée, mais donc qui sont les Furious. Les Furious, ouais. Et je suis rentré dans ce collectif il m'a fait rentrer dans ce collectif, en fait. Et puis, moi, j'avais... donc la voiture, je l'ai échangée contre une CX Break à l'ancienne, tu vois, où j'ai installé deux caissons derrière avec des enceintes dedans, et puis voilà, pour enlever mes freins. Et tu vivais dedans ? Et je vivais dedans, enfin à moitié dedans, à moitié... En fait, si au début, avant que je parte, donc j'emmenais ce collectif Furious. Ouais. Je les emmenais parce qu'ils étaient résidents au Gibus. Ouais. Une fois par semaine, je crois, si je me rappelle bien. Et donc, ils emmenaient leur son là-bas. Ok. Et ils faisaient une Furious partie là-bas avec leur son, quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'y allais avec eux. Et puis, je les ramenais chez moi. Je les ramenais chez moi dans mon petit appart à dormir. Et moi, j'avais tout leur bac à disques. Il y avait leur platine. Ouais. Et moi, j'étais comme un petit gamin avec qui tu venais de lui offrir une salle de jeu. Je comprenais rien, mais tu vois, j'étais... C'était un truc tout nouveau, de nouvelles personnes. En fait, voilà, ça me faisait monter l'adrénaline, quoi, tu vois. Donc, allez, on y va, quoi. Ok. Je pense qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce il est gentil, mais il parle pas beaucoup. Mais ah bon et par contre, il fait des dingueries quand même. Bon, il y avait quand même une petite forme de respect, quand même, comme moi je respectais aussi. Hein, tu vois, je faisais pas d'entourloupe non plus. Donc, si tu fais d'entourloupe, de toute façon, c'est mort. Mais bon. Mais je veux dire, il y avait quand même cette forme de respect. Puis je suis pas arrivé en tant que teufeur, tu vois. Je suis arrivé avec un son de système qui, à l'époque, faisait partie des
5-6 son système qui était oui, tu as eu la chance d'être intégré, qui avait bien la cote à cette époque-là et qui aujourd'hui tu vois on parle toujours on les a toujours en référence parce que c'était des moments, des vrais moments de kiff, d'ambiance. Et je parle pas en termes de musical, je parle en termes de vraiment d'ambiance où il y avait vraiment, voilà, il y avait une bonne vibe, quoi. Il y avait, même si c'était pas du 100%, tu vois, franc du collier, c'était des moments, voilà, inoubliables à ces époques-là parce que c'était beaucoup plus fraternel que maintenant. Maintenant, les soirées, elles ont pris de l'ampleur de malade. Il y a beaucoup plus de public, donc c'est plus la même façon de gérer. C'est plus, même en termes de technique, c'est pas les mêmes que nous. C'est pas qu'il n'y avait pas les techniciens pour, c'est que nous, c'était peut-être plus celui qui allait mettre le plus gros mur de son, le mur réglé, avec son filet de camouflage, deux, trois tentures comme voilà, moi, mon objet que j'ai ramené, qui est la première peinture que j'ai fait pour Antinorme. Et donc voilà, c'était juste des trucs tout simples, quoi. Enfin simples. C'est du travail quand même. Quand tu t'es pas, moi, je suis pas un artiste. Hein. J'ai fait. Non, mais je veux dire en termes de peinture, de dessin ça, et tout. Je suis pas un dessinateur. Bah, t'es plus un artisan qu'un artiste du coup. Toi, t'es plus manuel déjà. Voilà, on peut peut-être dire ça, mais c'était à l'époque, quand t'avais pas les moyens, tu faisais comme avec les moyens du bord. Oui, parce que vous faisiez toute votre com vous-même. En fait, vous faisiez les papiers, tout par les vous-même, flyers, on les découpait nous-mêmes. Tu vois, on les dessinait à la main. On essayait de trouver une photocopieuse ou quelqu'un qui avait un plan. Puis on les découpait après. Ok. Donc c'était. Mais vous étiez vraiment concentré. Enfin, je change un peu de sujet là, mais vous étiez vraiment concentré en région parisienne. Au début, c'était. Non, même toi, quand tu. En fait, t'en avais dans toute la France, mais c'était. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins. Et donc, tu avais, on va dire, à l'époque, tu devais avoir 200-300 sons de système par grosse ville qui étaient bien connus par ses actions, etc. Ça n'avait pas l'ampleur d'aujourd'hui. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais toujours depuis de ce que j'ai vécu. Pour moi, je le voyais plus comme ça. Après, j'ai pas connu tous les sons, Non, mais c'est pas grave. Le but, c'est que tu parles de toi, de ton point de vue aussi. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant que maintenant. Et pour moi, c'était plus la course à celui qui faisait le plus gros mur de son, tu vois, plutôt que celui qui allait faire la teuf la plus belle en termes de visuel. En termes de visuel, tu vois. Et on se disait aussi peut-être qu'en termes de temps, on était limité vu que c'était la course avec les keufs. Alors qu'aujourd'hui, avec toutes les lois qu'il y a maintenant contre ça et les collectifs qui ont joint leur on va dire leur capacité ensemble, ils te font des teufs aujourd'hui. Il y a beaucoup de sons et il y a des décos qui n'ont rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Ah bah oui. Bien sûr. En fait, je me dis que nous, on est un son de système, et après, au fur et à mesure, on est des DJ, tu vois, du son de système, alors que là, on dirait que ça revient à... C'était la teuf de tel son de système, par exemple, qui pour moi, la première, la plus belle que j'ai vue, j'y suis pas allé, mais que j'ai vu sur les médias, c'est la première teuf que j'ai vue, Insoumis, le collectif Insoumis, le collectif de Bretagne, enfin je pense de l'ouest de la France, on va dire, et qui eux ont fait une fête magnifique, quoi. Enfin, pour moi, c'était une des premières plus belles teufs en termes de visuel qui était sur l'Égypte. Et c'était magnifique. Et du coup, à quel moment, à partir de quand tu as commencé à toucher un peu au son ? Parce que tu étais plus dans le déco comme transport, mais à partir de quel moment tu... Vu que j'étais avec mon pote qui m'a emmené, qui m'a fait découvrir ça, qui lui était dans la musique, qui avait joué déjà dans des groupes, qui était plus dans le punk. Mais voilà, qui s'est mis dans la musique électronique, et lui m'a appris un peu tout ça, quoi. Au fur et à mesure,
Et c'est lui qui m'a expliqué comment caler sur deux vinyles entre eux. Ouais. Oui, parce que vous étiez vraiment sur des vinyles avant. Enfin, c'était uniquement vinyle parce que on parle de musique électronique, mais vous étiez quand même resté. Enfin, ça partait de vinyle. Et ensuite, il y a eu. Ça partait aussi de machine, mais de machine, oui. C'était plus facile d'acheter des vinyles et de pouvoir aller les mixer chez un pote qui a des platines. Ouais. Avant que toi t'aies les tiennes, que plutôt d'attendre de pouvoir t'acheter une machine qui coûtait déjà cher et qu'il t'en fallait pas qu'une des machines pour faire du son. Donc du coup là où il valait mieux, enfin en fonction des budgets chacun, j'entends, hein, tu vois, il y en a qui ont commencé aussi, hein, mais au début oui c'était pour s'exprimer, c'était le vinyle et c'était énorme. Ouais, ok. Moi j'ai commencé à découvrir ça comme ça, alors que j'étais avant dans un collectif de hip-hop où en fait je sais pas pourquoi, créer la musique en elle-même à l'époque, alors que je l'avais fait avant dans les petits groupes avec mes potes de métal et tout, etc. Tu vois, mais t'es passé par tellement t'es passé par plein de styles en fait. T'as fait hip-hop, t'as fait du métal, t'as fait de la techno. La musique, j'aime faire la musique, la danse aussi, le breakdance. C'est vrai. Breakdance, c'est des choses qui te permettaient on va dire, de t'exprimer et qui a été le moyen de ceux qui avaient des choses à dire mais à qui on empêchait de parler. En fait, à chaque fois, un style a été créé pour pouvoir s'exprimer d'une façon qui est devenue, au lieu d'essayer de trouver un intérêt à ça, on les a tout de suite catalogués dans le délit. Donc du coup, c'était interdit de pouvoir faire ça, comme le hip-hop, comme interdit de parler comme ça, non, tu peux pas rapper, non, tu peux pas. Et comme la techno, non, tu peux pas faire de rave party, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, en fait, t'étais un peu à la course à ce qui était le plus interdit finalement. C'était le truc le plus illégal possible. Autoroute droit devant, quoi. Je vois pas de quoi vous parlez. Non. Puis il y a des enfants qui écoutent. Je sais pas. Non, mais bien sûr que de toute façon, dès que t'es petit, dès que tu commences à être conscient de faire des bêtises, tu vas à l'encontre donc tu considères de la discipline. Donc après, il faut trouver la meilleure mauvaise discipline. Ouais, c'est ça. Que tu puisses pratiquer sans que ça fasse trop de dégâts, quoi. Ouais, mais du coup, tu parles de bêtises et tout, parce que oui, certes, il y avait beaucoup de côté illégal, mais tu as quand même souligné le fait qu'il y avait le côté solidarité, il y avait communauté, ça s'entraidait beaucoup, ça se protégeait beaucoup aussi. Alors, c'était à double tranchant, je pense. En fait, la vibe du milieu en lui-même fait que tu étais solidaire parce que tu fais partie du même milieu, tu fais les mêmes choses, pas forcément avec les mêmes idées. Oui. Parce que c'est très, très, très large. C'est pour ça que tu as des crews différents. Sinon, tu aurais un seul crew avec tout le monde pense la même chose, fait la même chose. Et non, c'est pour ça que tu as des clans différents parce que chacun amène l'idée de base est la même. Mais chacun c'est pour ça que tu as un nom différent parce que tu représentes une autre éthique. Mais de ce milieu, tu représentes une branche autre. Hop, et ça. Et toi, tu te rappelles à ce moment-là ce que toi, tu défendais la musique libre, le fait de pouvoir faire la fête comme tu veux, mais il y avait pas que ça. C'était. En fait, moi, dans les moments que j'ai vécus, dans tous les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont appris ce milieu, qui m'ont appris les choses dans ce milieu, ce qu'il faut faire attention, voilà, l'attitude qu'il faut avoir, et puis un peu la base que nos parents nous auraient appris, hein. J'ai essayé de faire à ma sauce, faire un peu comme tout le monde, comme quand tu crées un son de système, tu viens démontrer que pas démontrer, mais tu viens apporter peut-être un truc en tant que voilà, tu viens apporter quelque chose en plus à ce milieu. Tu vois, donc voilà, moi il n'y avait pas d'histoire de profit. Ce qui était gagné était réinvesti directement pour faire évoluer le son. Donc c'est pas de question d'argent. Le but c'était pas d'être lucratif, du coup c'était plus d'investir dans. Parce que tu perds beaucoup d'argent aussi. On a beaucoup plus perdu que gagné. Oui. Pas se leurrer, sinon il y a beaucoup de choses qui auraient changé dans l'esprit de beaucoup, tu vois. Mais bien sûr que
Une fois, on en reparlait il n'y a pas longtemps sur Facebook, là, où on parlait de donations, et moi je racontais, en fait on avait posté un flyer de cette soirée, où c'est la seule qu'on a gagnée. Merci le public, hein, mais waouh, on avait fait un bénéf de malade. Après avoir tout réglé, on avait fait un gros bénéf, quoi. Et on n'y croyait pas, quoi. Et tout ça en pièces de 1 franc, 5 francs, 2 francs, 10 francs, quoi. Et donc du coup, à l'époque, je crois qu'elle valait, la console, la table de mixage valait 3000 francs à l'époque. Et nous, on avait les platines, mais on n'avait pas une bonne table de mixage, quoi. Tu vois. Donc du coup, pour remercier le fait de la donation du public, on s'est acheté... le collectif Anti-Normes s'est acheté cette console. Et on a été la payer avec les pièces de 1 franc, 10 francs, 2 francs. Il devait être trop content, le gars. C'était 3000 francs à l'époque, en 1, 5. Il devait être trop heureux, le mec qui a récupéré. Et en fait, donc c'était une caissière, je me rappelle, on arrive comme ça, elle me dit bon, alors nous qu'on choisit la table, déjà bon, avec la touche qu'on avait, notre punk à chien, genre toi tu viens acheter une console à 3000 balles, ok. Vas-y, on te laisse faire ton bail et tout tranquille. Et puis on arrive à la caisse. Et puis la caissière, elle fait bon, alors, vous payez comment? En carte, en espèces, en chèque et tout? Oui, en espèces. Bon, d'accord. Je dis, par contre, vous avez le temps et tout. Elle me dit, bon, pourquoi? Je lui dis, c'est qu'en pièces d'1 franc, 2 francs, 5 francs et 10 francs. Elle me fait non. Je lui dis, si, en fait. Et je prends le sac comme ça et je fais comme ça sur le comptoir. Elle me regarde. Je dis, par contre, de toute façon, vous allez le voir, il y a des pièces de 10 francs, elles sont fausses. À cette époque-là. Pourquoi t'as dit ça? Non, mais tout le monde savait. À cette époque-là, en fait, t'avais beaucoup. La pièce de 10 francs, elle était. Ok. J'allais dire trop honnête. Non, mais tout le monde savait. De toute façon, tu prenais une vraie et une fausse. Tu t'en rendais compte. Et donc, je lui dis, de toute façon, et comme de toute façon, les entreprises pouvaient les prendre et se les faire changer par la banque, parce que la banque voulait la récupérer absolument. Donc, ils pouvaient faire ça à l'époque. Les entreprises pouvaient. Donc, du coup, ça ne les dérangeait pas. Et donc, elle m'a dit, ouais, je m'en fous, allez. Et on a attendu qu'elle recompte qu'il y ait bien 3000 balles en pièces, quoi. Oh. C'était un grand moment, quoi. Tu m'étonnes. Oh non, j'imagine trop le... C'est trop fort. Oh non. On a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Elle devait être dégoûtée. Par contre, pire journée de sa vie, quoi. Et vous êtes repartis avec? Sur le moment, elle y croyait pas. Et puis c'est tellement abusé, mais drôle, en fait. Quelque part, elle l'a bien, je pense, enfin, elle l'a bien pris. Elle était pas en mode putain, j'en ai marre et tout, tu vois. Elle avait le sourire, tout le monde, elle rigolait, quoi. Elle dit non, il y en a qui l'ont fait, quoi. Là, il y en aura un dans sa vie, enfin, un groupe de personnes qui aura fait ça dans sa vie. Au moins, il y avait le compte. C'était... Parce que t'imagines, sinon, il manque 12 francs, par contre. Mais c'est les deux là qui sont passés à travers la sécurité, madame de la soirée, ils ont pas mis leur donation. Non, mais c'était un grand moment, quoi. Tu m'étonnes. Et donc on réinvestissait, ou alors ce qu'on avait investi pour essayer de se rembourser, on perdait tout en une soirée, tu vois. Donc le but c'était plus de faire vivre des moments aux gens, c'était pas vous gagner de l'argent par rapport à ce que vous faisiez. C'était pour faire vivre des moments aux gens et nous accorder en fait ce moment de récréatif que la vie nous donne pas tous les jours, tu vois, où c'est pas toujours la teuf, hein. Et ça c'était le lieu où tout est possible, où tu lâches prise, ou même si c'est des rencontres éphémères, ou même si ce sont des moments éphémères avec certaines personnes, mais en tout cas c'était dans la majeure partie du temps, c'était que des bons moments, quoi.